cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce lundi, ce que la rapporteuse spéciale des Nations Unies et le gouvernement togolais se sont dit sur l'esclavage contemporain. Quelle est aujourd'hui la situation dans notre pays? Les précisions tout à l'heure dans ce journal. Ils sont des conseillers en communication. Comment travaillent-ils? Quel est leur rôle? Une quarantaine sont en formation à palimer leurs attentes tout à l'heure dans ce journal. Enfin, le parti Unir de retour auprès des populations, tournée de remerciements pour les législatives avec à l'esprit les prochaines locales, les étapes du week-end, reportage à suivre en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. La plateforme Wave, une initiative privée d'investissement dans les projets durables et de la protection de l'environnement basée en Afrique du Sud, et désire accompagner le PND. Son patron, Dr Gilles Assoulaïn, a été reçu samedi à Johannesburg par le chef de l'État. Le président Faure Gnassingbé assistait, vous le savez, à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa. De quoi le président Faure Gnassingbé et son interlocuteur ont-ils parlé? Eh bien, nous écouterons tout à l'heure Dr Gilles Assoulaïn, ce sera dans un instant. Toujours à Johannesburg et en Afrique du Sud, le président de la République Faure Gnassingbé a échangé avec une délégation de l'entreprise sud-africaine Technology Innovation Agency, conduite par sa directrice générale, Madame Senisha Monsami. La délégation est allée expliquer au président de la République son intention d'implanter au Togo son entreprise. Voici les déclarations au sortir de l'audience. Nous avons eu une réunion avec le président sur comment mettre en application certaines innovations dans les domaines de l'éducation, l'emploi des jeunes et la technologie. La réunion a été fructueuse. Les échanges nous ont permis de découvrir les secteurs dans lesquels nous pouvons investir au Togo. Nous avons fait également le tour d'horizon des opportunités d'affaires qu'offrent les deux pays. Nous allons poursuivre les discussions en vue de programmer une prochaine réunion. L'objet de notre discussion, c'était la présentation de la plateforme Wave, je veux dire Vague en français, et qui est une plateforme privée destinée au déploiement de projets durables pour le bien-être des populations et la protection de l'environnement. J'ai présenté à Monsieur le Président les grands concepts qui animent en fait les opérations de cette plateforme, qui sont d'une part la conformité aux 17 objectifs de croissance durable ratifiés en 2015 à Paris par la COP21, et enfin le fait que les investissements qui combinent des investissements d'origine privée, d'origine institutionnelle et d'origine souveraine s'inscrivent et se canalisent à travers des véhicules d'investissement qui rapportent aux autorités de marché et qui sont sous gouvernance privée, sous gouvernance indépendante et sous gestion transparente. Nous sommes rentrés sur quelques exemples, et les exemples ont été pris parmi ceux qui sont présentés dans le plan national de développement et qui s'inscrivent dans le cadre d'une vision présidentielle dont nous souhaitons accompagner la matérialisation au plus vite. Et voilà donc les audiences accordées par le chef de l'État à Johannesburg samedi dernier. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, l'esclavage officiellement s'est aboli, mais il existe encore aujourd'hui des formes de maltraitance. Les Nations Unies s'intéressent de près à la situation au Togo. Sa rapporteuse spéciale est à Lomé. Elle a d'ailleurs eu ce lundi un entretien avec le gouvernement togolais sur les actions contre l'esclavage contemporain. Voici le compte rendu de Edem Souchou. Mariage forcé, trafic de femmes et enfants, telles sont entre autres les formes contemporaines d'esclavage courantes en ce XXIe siècle. La rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, y compris leurs causes et conséquences, Urmila Boula, vient faire l'état des lieux du phénomène au Togo.
Elle va examiner de manière constructive et dans un esprit de coopération les mesures mises en place par le gouvernement togolais afin d'éradiquer toutes les pratiques s'apparentant à l'esclavage contemporain. Il y a la pauvreté par exemple qui fait qu'on est obligé de dire que mon enfant ne peut pas aller à l'école, donc on le place chez quelqu'un ou bien on le donne à quelqu'un pour s'en occuper et c'est à partir de là que les maltraitances interviennent. Il y a aussi les religions, hein. Donc il y a les religions, les traditions et puis les pratiques culturelles qui font que les gens ne comprennent pas que lorsque moi je donne mon enfant à tel, je n'ai pas ce droit, l'enfant doit être majeur d'abord avant de décider librement de se marier. Et quand on donne son enfant en mariage sans son consentement, c'est que... mais lui le fait en vertu d'une tradition ou d'une religion. Sur le plan législatif par exemple, le Togo a ratifié presque toutes les conventions internationales en matière donc, de lutte contre les formes contemporaines d'esclavage. Dans la sous-région aussi, il y a un certain nombre d'instruments internationaux, d'instruments juridiques qui sont mis en place et le Togo est parti à ces institutions-là. Quand nous prenons les institutions, d'abord vous prenez au niveau du département, du gouvernement, c'est le ministère de l'Action sociale, le ministère du Travail qui sont plus concernés par ces questions-là. Par exemple, les pires formes de travail au niveau des enfants, les formes de travail au niveau des femmes, le travail domestique par exemple. Le gouvernement togolais veille, selon Robert Doucet, ministre en charge des Affaires étrangères, au respect de la dignité de la personne humaine. Cette visite constitue une occasion pour le gouvernement de relever les difficultés rencontrées dans la lutte contre l'esclavage contemporain. Il est important ici de souligner le caractère avant-gardiste de votre mission, dont le mandat porte essentiellement sur un phénomène que nous pensons au Togo arriéré, dont les survivances actuelles font partie intégrante des défis modernes de la communauté internationale. À l'heure où nous sommes, normalement, nous ne devrions plus parler d'esclavage, mais malheureusement, c'est le cas. Le gouvernement togolais a toujours inscrit la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain au cœur de son action. Aussi n'a-t-il cessé de collaborer dans une démarche de sincérité et un souci d'efficacité avec les titulaires des mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies et autres mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. 5 jours de visite, de prospection et d'écoute pour permettre à Urmila Boula de maîtriser les réalités du terrain au Togo afin de formuler, si nécessaire, des recommandations. Elle planchera notamment sur le travail forcé et le travail des enfants dans différents secteurs, y compris les mines, et le travail domestique. De quoi demain sera-t-il fait? L'économie, les finances, dans les 2 prochaines années, l'UEMOA et le FMI font leurs prévisions. Les échanges ont eu lieu à Lomé depuis ce matin. Au vu de la situation actuelle, eh bien, les prix sur les marchés vont-ils baisser ou augmenter? Élément de réponse dans ce reportage de Carmen Magé à Capou. Les données statistiques que fournissent les conjoncturistes et prévisionnistes aident les décideurs de chaque pays à prendre les meilleures décisions pour assurer le développement des États. Pour la commission de l'UEMOA, le suivi de la conjoncture et des prévisions à court et moyen terme constitue une étape essentielle pour réaliser la convergence économique attendue pour cette année 2019. C'est pourquoi des prévisionnistes et conjoncturistes de l'espace communautaire de la Mauritanie et de la Guinée sont à Lomé pour échanger sur la conjoncture économique au premier semestre 2019 et débattre pour les années 2019 à 2021 des prévisions et des objectifs budgétaires des agrégats économiques. Nous avons retenu un thème central qui est la prévision de l'inflation. Vous savez que dans la zone, l'inflation est un indicateur très important qui est suivi depuis, je dirais, 1996 par la commission de l'UEMOA. Quand bien même l'inflation est bien suivie, il y a des réflexions qui doivent être menées par rapport à la prévision. Parce que quand vous êtes par exemple en janvier, on vous demande quelle sera l'inflation en décembre, il faut pouvoir dire quelque chose. Donc l'objectif principal de cette rencontre, c'est de réfléchir, réunir des cadres nationaux de la région pour réfléchir autour de ce thème. Au
premier semestre 2019, le Togo a fait de bonnes performances. Les résultats seront évalués à ses assises. Pour le cadre du Togo, la conjoncture au premier semestre est caractérisée par un climat sociopolitique assez apaisé, ce qui a donné confiance aux investisseurs. Ainsi, au niveau de la production industrielle, nous avons constaté une stabilisation de cet indicateur qui a chuté depuis octobre 2018. Au niveau de l'inflation a été maîtrisée à 1,2%, ce qui est bien pour l'économie parce que c'est en bas de la norme communautaire. Alors, la gestion des finances publiques a été aussi efficace parce que le solde courant est sorti positif à la fin de l'année 2018. Alors, concernant l'agriculture, nous pouvons dire que l'année a commencé avec une pluviométrie acceptable, ce qui pourrait stimuler le début de la campagne agricole 2018-2019. La rencontre de Lomé va permettre à la commission de l'UEMOA de renforcer les capacités des cadres nationaux en vue d'une amélioration des données statistiques. Elle leur donnera plus de techniques en matière de prévision et de l'inflation. La rencontre a reçu l'appui du Centre d'assistance du FMI, Afrisat et Afritac. L'actualité, c'est aussi la rencontre HAC-OIF ce lundi à Lomé. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication veut bien compter sur l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pour bien dérouler son nouveau plan de travail. La teneur des échanges, c'est avec Ramdan Bassina. L'Organisation internationale de la francophonie s'engage aux côtés de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour la réalisation de son plan stratégique 2019-2023. À travers son bureau régional, l'OIF compte œuvrer de concert pour l'ancrage de la démocratie au Togo grâce à la vision de la HAC. La formation, le renforcement des capacités, le soutien à la numérisation sont des volets qui interpellent cette institution internationale. Et l'OIF, conformément à sa programmation, a pour priorité surtout la formation, le renforcement des capacités. Donc ce axe stratégique de la HAC a retenu toute l'attention de la délégation de l'OIF. L'OIF pourra être disponible pour contribuer avec les autres partenaires techniques et financiers du Togo à cet effort de mobilisation des ressources, de renforcement des capacités. Et surtout, nous avons exprimé au président notre disponibilité à accompagner la HAC dans le cadre du potentiel du numérique qui transforme aujourd'hui les métiers de la presse, les métiers de l'audiovisuel à travers donc tous les aspects de transition de l'audiovisuel vers le numérique. C'était le 8 avril dernier que la HAC a adopté son plan stratégique qui compte 5 axes parmi lesquels la restructuration de ses services, la décentralisation, la revue du cadre de réglementation des nouveaux médias. La rencontre avec l'OIF a permis de noter qu'il y a des volets absolument qui entrent dans le cadre des missions de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a quand même des actions à mener en commun. Sur les 5 prochaines années, il y a beaucoup de choses à faire et nous pensons que c'est la participation de tous qui devrait permettre d'avoir le succès et que d'ici 2 ans, le bilan à mi-parcours de la mise en place du plan stratégique nous permet de dire que l'essentiel des objectifs, que cet essentiel-là est atteint. Ce renouveau, insufflé par le bureau de la HAC, fera de celle-ci une institution forte où chaque acteur trouvera sa place et aidera à l'enracinement de la démocratie dans le pays. Leur mission, bien parler des actions de leur département, rendre visibles les activités de leur ministère. Ils sont une quarantaine de conseillers en communication à suivre depuis ce matin à Palimé une formation de 3 jours. Qu'est-ce qui va changer dans leur manière de travailler après cette formation? On voit ça dans ce reportage de Prudence Zinsou.
Ils pourront désormais bien communiquer autrement pour rendre visibles les projets sociaux du gouvernement et les actions menées par les ministères et institutions de la République. Cette mission passe par la maîtrise des règles et principes qui d'ailleurs mobilisent l'attention des conseillers en communication des ministères et institutions de la République. À Kpalimé, le ministère en charge de la communication veut les amener à mieux expliquer aux populations les projets exécutés par le gouvernement dans tous les secteurs de développement. Des formateurs, encadreurs et experts dans le domaine de la communication ont été sollicités pour accompagner cette initiative dans la perspective d'une meilleure mise en œuvre de la communication gouvernementale. Certains conseillers en communication ne viennent pas des écoles de communication. Et ceux qui viennent des écoles de communication, peut-être qu'ils ont juste une spécialité. Donc il faut leur donner un panel large de compétences, voyez, pour qu'ils puissent bien jouer leur rôle. Et donc c'est important de maîtriser les b.a.-ba des techniques de communication, de l'écriture journalistique, de maîtriser certains outils parce qu'ils animent, ils font des revues de presse, ils doivent rédiger les conférences, les communiqués de presse, etc. Il est important de maîtriser les outils qui sont nécessaires à concevoir de bons documents et surtout de maîtriser l'environnement dans lequel ils sont appelés à exercer leur métier, l'environnement politique mais aussi institutionnel. Le constat sur le déficit de communication des ministères et institutions de la République a été fait il y a quelques mois déjà. La situation a suscité d'ailleurs une retraite gouvernementale à Kara, au cours de laquelle un accent a été mis sur l'urgence de communiquer davantage pour l'intérêt des Togolais. Cette session vient ainsi confirmer la volonté de l'action sur le terrain. Nous sommes déjà conscients du travail que chacun de vous essaye d'abattre dans la limite de ses attributions et des moyens dont vous disposez dans vos différents ministères et institutions. Malgré ces efforts que vous ne cessez de déployer, force est de constater que beaucoup d'actes et d'actions posées par les différents membres du gouvernement restent non visibles et inconnus de nos citoyens. D'où la nécessité de renforcer vos capacités en créant un cadre d'échange d'expériences entre vous et les différents experts sollicités afin de promouvoir vos performances. Je formule alors le vœu que la présente rencontre porte les fruits escomptés afin de permettre par vos efforts que les actions du gouvernement posées quotidiennement sous l'impulsion du chef de l'État soient désormais bien connues. Ces conseillers en communication vont également mieux cerner des notions entre autres sur la relation publique ou la relation presse, l'analyse de l'actualité journalistique, l'édition web et les techniques de communication. Comme quoi, la communication est la clé de voûte de l'existence humaine et de toute structure bien organisée. Et arrêt un moment sur la profession, chargé de communication, comment travaille-t-il, quel est son rôle, sa responsabilité, c'est à définir dans les modules enseignés, quelles sont les attentes pour les stagiaires eux-mêmes. On va écouter les réactions de quelques-uns interrogés par Prudence Dinsou dans ce reportage. Tous les modules sont importants. Tout simplement parce qu'au niveau de nos institutions, nous sommes à cheval entre ces modules-là. Donc comme nous sommes polyvalents en fait, et dans cette polyvalence-là, nous devons tout maîtriser. Alors lorsqu'on veut une bonne visibilité, il ne faut pas seulement se contenter de la communication institutionnelle. Il faut également maîtriser tout ce qui touche l'outil numérique pour la gestion du site par exemple. Il faut connaître un peu la communication politique pour savoir au niveau des actions posées, on met l'emphase sur quelle action, on tait quelle action, et tout ça, c'est bon d'apprendre. Les 6 modules retenus pour le présent atelier sont importants pour chaque conseiller en communication auprès des ministères, sinon ils ne seraient pas retenus. De toutes les façons, il est attendu des communicateurs auprès des ministères de remettre l'action gouvernementale en perspective.
c'est-à-dire replacer chaque décision de l'État dans son contexte et expliquer l'utilité et l'impact de ces décisions par rapport à l'intérêt général. Nous sommes obligés d'animer les sites. Et pour animer le site, il faut pouvoir bien écrire, puisque l'information qu'on met sur le site n'est pas le même qu'on met dans une presse. Il faut que l'information soit courte, brève et qu'on dise l'essentiel. Moi particulièrement, ce qui m'intéresse plus, c'est le site web, l'animation du site web. Enfin, c'est cet exercice que j'ai jamais fait. En tant qu'attaché de presse, il faut qu'on arrive donc à assimiler beaucoup de subtilités, langagères en tant que chargé de communication. Voilà, donc cet atelier va éventuellement impacter sur nos connaissances et puis ça va nous servir d'un canal pour appréhender, saisir d'autres connaissances. Et voilà donc les réactions de quelques stagiaires recueillis par Prudence Zinsou. L'actualité, c'est aussi à l'étranger, d'abord avec le Burkina Faso. À l'étranger donc, les attaques contre les églises ne cessent de se multiplier et cette fois c'est la communauté chrétienne de Toulfé, localité située au nord du Burkina Faso, qui a été donc la cible hier dimanche d'une attaque terroriste. Le bilan fait état de 4 morts et des blessés selon des sources. L'attaque aurait eu lieu aux environs de 9h alors que les fidèles étaient réunis pour la prière dominicale. Précisons que Toulfé a été déjà visé par des assaillants, des attaques attribuées à des groupes djihadistes. En République démocratique du Congo, 6 jours après son retour d'exil, l'opposant Moïse Katumbi a entamé une tournée dans l'est du pays. Attendu à Goma hier dimanche, l'opposant n'est finalement jamais arrivé, faute d'autorisation d'atterrir, une version que ne partage pas la régie des voies aériennes. Selon elle, Moïse Katumbi n'aurait pas formulé de demande de survol et d'atterrissage. L'opposant a assisté samedi dernier à l'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa à Pretoria avant de rentrer ce lundi en RDC. Et puis les Malgaches sont appelés aux urnes ce lundi. Un peu plus de 10 millions d'électeurs sont appelés à élire leur nouveau député. 810 candidats se présentent à cette élection législative. Et c'est pour tenter de remporter l'un des 151 sièges de l'Assemblée nationale. Des élections cruciales pour le président Andry Rajoelina. Elles vont définir la marge de manœuvre dont il bénéficiera pour poursuivre ses réformes politiques et économiques dans le pays. On parle encore législative, mais cette fois chez nous au Togo. Législative avec plus à l'esprit la locale, une direction à Guenivé avec le parti UNIR. Allez remercier les populations pour leur soutien. Le récit de Gérald Agouchou. Après son éclatante victoire obtenue lors des législatives du 20 décembre dernier, la formation politique UNIR, Union pour la République, fait son retour de reconnaissance vers les populations à la base. Ces populations ont démontré leur attachement aux idéaux prônés par le président fondateur du parti UNIR, le chef de l'État, Faure Zimna Singbe, à travers les urnes. Ce qui a permis à l'Union pour la République de disposer d'une large majorité à l'Assemblée nationale. À cette rencontre, les différentes interventions, notamment celle de la vice-présidente UNIR à Guenivé, Ibrahima Memonatou, et de Germaine Kouméalo Anaté, députée UNIR, ont été l'occasion d'appeler les populations à la culture de la paix, du vivre ensemble et de l'acceptation de l'autre. Le plan national de développement a été également abordé au cours de cette tournée de remerciements. Les populations ont été conviées à s'approprier cet outil de développement élaboré par le gouvernement afin de faire du Togo un hub logistique à l'horizon 2022. Au-delà de l'expression de cette gratitude à une vingtaine de villages, dans la commune d'Aguenivé, les populations ont formulé des doléances. On a déjà une idée de cette doléance. Lors des législatives, on a reçu ces doléances et on est venu aussi leur assurer que nous allons très rapidement commencer par honorer les engagements que nous avons pris à leur égard. Lors des législatives passées, certaines populations ont clairement évoqué ce problème qu'après les élections, les candidats ne viennent plus les voir ou même venir au moins leur dire merci. Nous avons initié cette tournée pour venir à la base et leur dire vraiment merci. Les populations sont tout d'abord très contentes de nous accueillir
Et ça nous permet aussi de leur faire un peu de compte rendu sur ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Et pour les élections locales à venir, on a commencé par leur donner un peu d'informations et on leur donne aussi une idée du comportement qu'elles doivent avoir au moment venu. Les militants et sympathisants du parti UNIR ont été appelés à maintenir le cap sur les prochaines élections municipales et la présidentielle de 2020. Ils ont été également invités à relayer le message de ces rencontres dans leurs localités respectives. Dans les plateaux, on a parlé assez aussi des locales, évoqué d'autres sujets. Les cadres unis ont sillonné 3 préfectures. Le compte rendu de Robert Poitogui avec Esther Laclé. Pas de répit pour les cadres unis des préfectures de Wawa, d'Akebou et d'Amou. Ils étaient encore au contact de leur électorat après leur tournée de remerciements. En rang serré, sous la conduite du premier vice-président chargé de la région des Plateaux, anciens comme nouveaux ministres et députés des peuples Akbosso, Akebou et Amou ont sillonné pendant 2 jours les villes de Badou, de Kounou et d'Amlame pour appeler les populations à rester mobilisées à l'orée des élections municipales. Des localités qui ont bénéficié des réalisations du chef de l'État et promettent le soutenir pour toujours. Son Excellence Fort Essozi Mnagnan Sibé est notre président que nous avons choisi. Et nous sommes derrière lui pour le soutenir. Il a fait d'innombrables œuvres que nous ne pouvons pas finir de lister. La route Alimé à Takpamé, les routes de Amlamé et Badou, les réalisations, notamment la construction des écoles dans nos milieux, l'électrification de notre canton. À ces grands travaux publics et d'infrastructures socio-sanitaires et éducatives de base réalisés s'ajoutent plusieurs filets sociaux mis en œuvre depuis 2015 dont les populations des 3 préfectures sont bénéficiaires. Elle s'engage alors à accompagner le PND pour relever d'autres défis ensemble avec le chef de l'État. Le président, poursuivant son action, a conçu et a lancé tout dernièrement le plan national de développement sur 3 axes. Le premier axe sera que nous tirions le meilleur parti de nos potentiels. Tout ce que nous avons comme infrastructure, que nous puissions en tirer le meilleur parti et que le Togo devienne un centre financier de premier ordre dans la sous-région. Le deuxième, c'est que nous puissions optimiser le potentiel de nos activités agricoles et que sur place, ce que nous produisons puisse être transformé pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Et vous le constatez, le deuxième comme le troisième ont pour finalité quoi? La création de la richesse. Je voudrais lancer un appel à mes frères et sœurs les plus jeunes. Il faut que nous travaillions chaque jour inlassablement. Et vous convenez tous avec moi que cette terre contient un trésor. Il nous appartient de fouiller pour découvrir ce trésor. De Wawa à Amou, passant par l'Akebou, les cadres du milieu étaient porteurs du message de Fort Nyazimbe. Plébisciter le parti, aussi bien pour les locales que le présidentiel, et promouvoir la cohésion sociale. Le parti uni amène un message de paix, de tolérance, de vivre ensemble à l'ensemble de la communauté vivant dans ces 3 préceptes. Vous voyez la joie qui anime les gens, ça veut dire que c'est ça qu'ils veulent entendre. Et je crois que nous leur avons apporté cela. Et nous aussi, nous partons réconfortés. Nous avons entretenu ces populations, ces acteurs-là, sur la nécessité pour le parti uni de gagner pour sauvegarder la paix, de gagner pour sauvegarder la sécurité, de gagner
pour sauvegarder la poursuite du développement économique du pays. Pour les honorables députés des 3 localités, le plébiscite électoral de 2018 doit être réédité le 30 juin prochain au municipal. De quoi se mettre au pas dès à présent pour remporter le présidentiel de 2020. L'ex-premier ministre Komlan Mali et d'autres cadres ont expliqué les réformes constitutionnelles et institutionnelles opérées et le programme social du président de la République. Pour celles locales de 2019, les populations sont sollicitées à voter 8 maires, dont 3 à Wawa, 3 à Amou et 2 à Akebou. À propos précisément donc des élections locales, eh bien voici ce communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante rappelle aux partis politiques, aux regroupements des partis politiques légalement constitués et aux groupes de candidats indépendants que la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature pour le compte des élections des conseillers municipaux reste fixée sur aujourd'hui, lundi 27 mai 2019 à minuit. Toutefois, le président de la CENI porte à la connaissance des candidats qui n'ont pas encore obtenu leur casier judiciaire et qu'ils sont autorisés à déposer leur dossier en attendant de compléter le casier judiciaire au plus tard demain, mardi 28 mai 2019 à 15h. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur compréhension. Le Parti UNIR peut aussi désormais compter sur le mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo. C'est nouveau, il vient d'être créé. Les précisions avec Lucassi. Le mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo pose la première pierre de son édifice. Il veut apporter sa contribution à la propagation des valeurs et idéaux de paix, de vivre ensemble et de développement portés par le parti politique Union pour la République UNIR. Le mouvement entend procéder par des séances de sensibilisation, d'éducation entre autres, pour l'accomplissement de cette mission qu'il s'est assignée. Et pour ce faire, il mise sur la participation et l'implication active de la jeunesse nationale et de la diaspora. Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, en abrégé JSFDT est né. Nous devons nous mettre au travail dès cet instant à travers la mise en place de diverses stratégies. Nous devons prendre de la hauteur avec un esprit plus que mature et comprendre que la politique est non seulement un combat d'idées, mais aussi un facteur de développement et ne doit pas constituer une entrave à l'évolution de notre nation. Au contraire, elle doit la solidifier. Nos actions devront permettre de promouvoir la politique du développement de notre grand parti, Union pour la République, avec à sa tête le président Fort Essozino Niasimbe, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie de la population togolaise et de la jeunesse en particulier. L'association s'est dotée d'un comité de surveillance, d'un comité exécutif et des auditeurs internes pour une bonne planification et la réussite de ses activités. Le mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo se prépare activement à jouer un rôle important afin de permettre aux partis politiques UNIR de remporter haut les mains les élections locales à venir. Nous serons une force de plus aux côtés du grand parti Union pour la République, aux côtés de la politique de développement du chef de l'État, et nous agirons pour que la victoire aux élections locales soit effective et réelle. Il faudra maintenant agir dans les hameaux les plus reculés, dans les coins les plus cachés, pour inviter la jeunesse à prendre conscience des idéaux de paix, des idéaux de réconciliation que prône le grand parti Union pour la République. Il nous faudra donc organiser des séances de sensibilisation, de réunions et surtout valoriser les plans de développement construits et menés par la jeunesse togolaise. Les valeurs que ce mouvement porte sont les valeurs de travail, de patriotisme et d'excellence pour porter haut le plan national de développement prôné par le chef de l'État et pour consolider la paix sociale au Togo. L'association compte déjà 500 adhérents. Elle envisage de travailler en synergie avec les autres organisations qui accompagnent le parti UNIR dans ses actions. Elle a pour valeur le travail, l'excellence, le patriotisme, l'intégrité et la responsabilité. Allez, on termine sur la 3e édition du concours de récitation du Saint-Coran. C'était samedi à la Maison du Radj. Le récit Rafietou Mberekou, Medina Salami.
La récitation du Saint-Coran, un acte d'adoration qu'Allah a vivement recommandé à ses fidèles pendant le Ramadan. Le concours met en compétition 15 candidates évaluées sur leur maîtrise des versets coraniques. Ici, les concurrentes compétissent dans 3 catégories, le 6e, le 8e et le 9e du Coran. Rafatou Fadil est la meilleure de la première catégorie. Je suis très contente d'être la première. La mémorisation n'était pas facile, mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et je rends beaucoup grâce à Dieu. Et je remercie beaucoup nos alphas qui n'ont pas cessé de nous enseigner, de nous répéter les choses pour mieux mémoriser. Ce concours est organisé par la Fondation Al-Ihsan et a pour thème « Femmes musulmanes instruites, lumière de la cité ». Nous estimons que ces femmes-là sont à encourager. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez remarqué qu'au niveau du commentateur, nous avons pris une femme. Les membres du jury, au nombre de 6 pour la première fois, ne sont composés que des femmes. Une femme qui a pu mémoriser le Saint-Coran est une femme instruite. Ce faisant, elle peut non seulement aider ses enfants à mémoriser aussi le Saint-Coran, mais à aller aussi à l'école française. Toutes les candidates ont été primées. La Fondation Al-Ihsan œuvre depuis 2015 au Togo dans l'éducation, la santé et l'assistance aux personnes démunies. Et voilà, et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans les plateaux et comme toujours fidèlement. Une belle soirée.